Ergo quoi? Ergothérapeute? Ergonomiste? Ergovision? Ah non, ergonome. C'est quoi déjà un ergonome? L'ergonomie, c'est du bon sens. Mais comment améliorer les conditions de travail et en même temps améliorer le service rendu aux usagers? C'est intéressant l'approche que vous avez de travailler sur les questions d'absentéisme avec des ergonomes. Ah, si vous voulez perdre du temps et que le projet n'avance pas, pensez à un ergonome. Bon, oui, j'arrive. Alors, bonjour madame. Oui, vous avez apporté les justificatifs que je vous ai demandé. Très bien. Alors, donnez-moi ça. Hop, parfait. Tac. Alors, oui, photocopie de carte vitale. Très bien, super. Bah, tout y est, c'est parfait. Hop. Merci, on va traiter ça et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Oh là là, c'est plein, c'est archi plein. Pardon. Merci. Alors, il manque une notion là, monsieur. Il manque une notion. Tenez, vous allez vous installer là. Vous allez pouvoir la remplir. Venez avec moi. Il y a foule, il y a foule, il y a foule. Tac. Pardon. Alors, vous voyez là, d'accord. Bonjour, Okay. bonjour. J'arrive. Oui, madame. Ah, il y a des tickets? Ah, évidemment qu'il y a des tickets, vous croyez quoi? Je suis arrivé à 9 h, il y avait déjà 25 personnes. J'en compte beaucoup plus. Ça se remplit tellement. Où sont les tickets? Où est-ce qu'on prend les Bah, tickets? c'est là-bas, derrière le poteau. C'est facile. Ah, bon. Oh. Est-ce que je peux vous laisser mon sac? Ouais, mais tardez pas. Oh. Ah bah oui, c'était écrit. Comment ça marche cette machine? Oh là là, je comprends rien. Excusez-moi, monsieur. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, une seconde, j'arrive. Oui, madame, j'arrive. Excusez-moi. Je crois que j'ai cassé la machine. Le ticket ne sort pas. Non, vous l'avez pas cassé. Regardez, appuyez là. Ah. Oui, voilà. Très bien. Vous avez le numéro 35. Ah. Ok? Super, merci Voilà. beaucoup. Patientez Vous êtes ici. bien aimable. Le numéro va s'afficher là. Oh là là, mais il y a 3 numéros. Attendez, j'arrive, attendez. Oui, alors attendez. Ok, bougez pas. C'est bon, j'ai pris mon numéro. Ok. C'est le numéro 35. J'appelle le numéro 35, s'il vous plaît. Numéro 35. Ah, C'est pas normal. c'est moi. C'est Ah, j'en ai de la chance. pas logique. Numéro... Pardon, excusez-moi, mais c'est pas normal. Je suis numéro 32, je devrais passer avant. Monsieur, on en a déjà discuté tout à l'heure. Votre numéro va s'afficher ici. Vous voyez, il y a le numéro 30 et le numéro 35. Le numéro 32 n'est pas encore affiché. Oui, mais ça fait 7 mois que j'attends. Moi, ma situation, elle est importante. Je comprends, monsieur, mais installez-vous en salle d'attente. Non, mais on va venir vous Je chercher. préfère attendre ici. Hein. Si ça vous dérange pas, je préfère attendre ici. Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous en salle Non, mais c'est bon, d'attente. on est bien. Hein. De toute façon, c'est serré. Bonjour, madame. Bonjour. Dites-moi. J'ai apporté tous les documents dont vous m'aviez parlé, Oui. enfin que vous m'aviez demandé. D'accord. Voilà, ils sont tous là, tous les justificatifs. Bah, c'est parfait. J'ai tout Très bien bien. préparé. Très bien. Alors, j'en profite, j'ai une autre question. Oui. J'ai une question à vous poser sur mon petit Kevin. Oui. En fait, Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis bien là, je suis bien. Je vous dérange pas. Non, c'est des questions de confidentialité. S'il vous plaît, installez-vous en salle d'attente. On va venir vous chercher. Installez-vous là-bas, s'il vous plaît. D'accord, mais je veux pas qu'on perde mon tour. Hein. Non, non, non. Je vous fais... Oui, dites-moi. quel impoli. Alors, c'est mon petit Kevin, il est toujours pas Oui. scolarisé, j'ai pas eu la réponse.
On attend toujours le retour et on est fin novembre. Alors, est-ce que vous pourriez me dire si on a eu une réponse, s'il vous plaît? Alors, je peux pas vous le dire d'ici, mais je vais demander à mes collègues pour qu'ils vous reçoivent dans un bureau. Merci beaucoup. D'accord ? Attendez, Merci beaucoup. juste une minute. S'il vous J'arrive. plaît. Oui, pas. Oui. J'ai transmis mon dossier, vous l'avez reçu? Oui, on l'a reçu, mais je dois consulter sur notre logiciel. Hein ? S'il vous plaît, quelles sont les conditions d'attribution pour obtenir l'AAH? Bon. 11h45. Oui, bonjour madame. Bonjour, j'ai rendez-vous à 12h15. Vous avez rendez-vous à 12h15 ? Oui. Écoutez, il est midi. Oui. 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 On ferme à midi. Oui. Et donc on reprend à 14h, donc je vous invite à revenir. Bonjour, D'accord ? À Madame 14h. Durand. Oui. Ah, bonjour, monsieur Docteur Poivre. Oui, vous avez rendez-vous avec moi à 12h15, c'est ça? Oui. Ah, Tout à bonjour, bonjour, bonjour docteur. Bonjour. Il y a aucun souci? Non, il n'y a pas de souci, c'est juste que je ne savais pas qu'elle avait rendez-vous avec vous. Oui, Ce matin. j'ai des rendez-vous dans vos locaux, vous le Ok. savez. Oui, bien sûr. Venez, madame. Très bien. Entrez. Merci. Bien. Oh là là. Il reste quoi? 30 personnes. Encore 30 personnes et midi, c'est fermé. Je vais jamais m'en sortir tout seul, moi. Valérie, Pascal, vous pouvez venir m'aider? On va finir les derniers. Très bien. Oui, donc... ok. Bonjour. Oui. Ok, très bien. Oui. Alors, il nous faut un justificatif de domicile, s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Donc c'est pour l'AAH, c'est ça? Oui, tout à fait. Écoutez, je regarde. Oui, tout est en ordre, on va transmettre votre dossier. Merci. Bonne journée, monsieur. Il y a un Bonjour, délai de madame. 8 mois à peu près. Oui. Oui, vous pouvez patienter. Ok. Alors, la carte d'invalidité pour pouvoir se garer, c'est pas forcément lié à la prestation de handicap. C'est une demande différente. On va faire le dossier exprès pour ça, ok? Merci. Alors, je vous recommande de leur écrire une lettre en exposant votre situation. Oui, par courrier. Merci. Ok. Bon, Bon bah ça y est, on voit le bout. on voit le bout. Il reste une personne, là. C'est bon. Bon, pour le déj, c'est loupé. Bah oui, il est midi 45, là. Donc on reprend dans un quart d'heure. Si tu veux, on va te prendre un sandwich. Ah ouais, c'est Ouais. cool. Ouais. Comme ça, je finis 2-3 trucs. Ok, Merci beaucoup. ça marche. Ça marche. Bon. Enfin, je vais quand même aller me fumer une clope, mais... Je pense partager avec vous ce qu'est aujourd'hui l'accueil de la MDPH. Est-ce qu'il était d'ailleurs, est-ce qu'il continue à mon avis à rester? C'est-à-dire ce que ça veut dire que de rentrer à la MDPH quand on est un bénéficiaire ou un futur bénéficiaire, ce que ça signifie pour ces personnes-là, et ce qu'elles viennent chercher, ce qu'elles espèrent, les craintes que ça génère pour elles, et en retour, ce que ça veut dire pour les agents que de gérer ces situations extrêmement diverses, une très grande diversité de situations, qui sont à chaque fois des singularités, qui font qu'un entretien, qu'un accueil n'est jamais le même d'un usager sur l'autre, ne génère pas toujours les mêmes visions, les mêmes ressentis. Et je pense que lorsque je suis arrivé à la MDPH et que j'ai rencontré les agents du service, ce dont ils ont commencé à me parler n'était absolument pas des difficultés d'accueil en tant que telles, en termes techniques et matériels, mais de la difficulté qu'ils avaient à réaliser ce qui était le cœur de leur métier, c'est-à-dire l'accompagnement, le suivi des dossiers de bénéficiaires et le respect et l'égalité de traitement que cela voulait dire pour eux. Il y a un accueil qui est positionné, on le verra tout à l'heure peut-être avec les photos que Anne présentera, mais on a un accueil qui est complètement décentré par rapport à l'entrée du bâtiment. Et pour les usagers, rentrer à la MDPH, c'est pas neutre. C'est à la fois, parfois, pour certains d'entre eux, venir pour eux-mêmes, c'est-à-dire un premier pas sur la reconnaissance et l'identification de ce qui fait leur handicap. Et donc c'est ça que reçoivent les agents. Ce sont ces ressentis-là. C'est aussi parfois venir pour un tiers, un enfant,
venir demander une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, pour la première fois, quand on est mère ou parent, eh bien, ce n'est pas un geste et une démarche facile. Elle est souvent empreinte de culpabilité, d'inquiétude, d'angoisse, de durée de traitement, de dossiers qui sont extrêmement longs et qui font qu'effectivement, on est en novembre et rien ne s'est fait. Et donc, toutes ces dimensions-là arrivent à l'accueil, de la même manière, sans autre forme de procès. Et ce que les agents, pour la première fois, accueillent les bénéficiaires, ont à gérer, c'est tout ça. Et dans un second temps, ils doivent, au regard de la compétence, au regard du sujet qu'ils ont à traiter, des difficultés des usagers, eh bien, répartir, traiter, accompagner, rassurer, parfois accompagner en dehors de l'immeuble des personnes qui sont dans des situations d'inquiétude et de crise assez fortes. Et donc cet accueil ne peut pas se penser uniquement comme un espace de travail clos, mais comme un espace de partage entre ce qui se joue en accueil primaire, le premier contact que les bénéficiaires ont avec l'institution, et puis ce qui va se jouer derrière, dans les bureaux, dans des temps de réception plus longs. Que l'enjeu de la méthodologie qu'on a développée, elle est classique en ergonomie. Hein. D'ailleurs, il y avait un comité de suivi qui avait été initié, où étaient présents à la fois des agents, des membres du service technique du bâtiment. Lola était présente aussi dans le cadre de ce comité de suivi. Et dans un deuxième temps, il y avait un groupe de travail qui allait, à l'issue des observations et de l'analyse d'activité que nous avons menées avec Fabrice Bourgeois, comment venir proposer, travailler sur des scénarios d'activité qui allaient permettre d'identifier les besoins plus spécifiques de ce que veut dire accueillir aujourd'hui à la MDPH. Quand même un élément, hein, c'est qu'aujourd'hui, la MDPH, c'est 45 000 dossiers traités par an. Et parfois autant de visites qui peuvent se dérouler sur l'ensemble de l'année, qu'on peut multiplier parfois par 2 ou 3, hein, au vu et au regard de l'inquiétude que les bénéficiaires ou futurs bénéficiaires peuvent avoir. Je pense que ce qui est le plus intéressant et ce qui a, à mon avis, le plus surpris les agents, c'est qu'avant de venir traiter des aspects techniques et organisationnels de l'espace, eh bien, ce qu'il a fallu aborder et traiter avec eux, c'était ce qu'était un rendez-vous, la prise en charge de bénéficiaires et la manière dont eux pouvaient s'exprimer sur les stratégies, leur savoir-faire, les compétences qu'ils mettaient en œuvre pour pouvoir les accueillir. Toutes ces dimensions-là étaient, à mon avis, pas du tout prises en compte au départ dans l'esprit des agents. Et lorsqu'on a commencé à évoquer auprès d'eux ce que voulait dire qu'accueillir, eh bien, très vite, les langues se sont déliées et le groupe de travail a commencé à constituer un espace de travail qu'ils n'avaient pas du tout imaginé au départ. Très éloigné de ce qu'ils avaient pu imaginer, penser ou se représenter. Et c'est la nature des activités des intervenants, enfin des bénéficiaires qu'ils étaient amenés à traiter, qui a guidé leur compréhension de l'espace. Bonjour à tous. Déjà, je voulais remercier les comédiens d'avoir fait cette représentation qui est assez réaliste de ce qu'on a pu vivre avant l'intervention des ergonomes. Effectivement, les groupes de travail nous ont permis de nous exprimer sur les contraintes qu'on a pu rencontrer avec mes collègues vis-à-vis de l'accueil du public qu'on reçoit. En l'occurrence, il y a 2 types d'accueil, 2 niveaux d'accueil. Donc le premier niveau qui s'appelle le pré-accueil, là où on reçoit les dossiers, là où on vérifie en fait la recevabilité des dossiers, et le second niveau qui permet aux personnes d'être reçues en bureau pour connaître l'avancée de leur dossier, de leur situation. Et donc il y a 1 an ou 2 ans en arrière, je crois, du coup que le travail s'est mené, 2 ans en arrière, on avait une confusion entre ces 2 étapes, enfin ces 2 niveaux d'accueil, puisque au pré-accueil, du coup, on était parfois amené à répondre à des questions, comme vous avez pu le voir dans la scénette, de personnes qui nous interpellaient en salle d'attente pour nous poser des questions, pour essayer d'aller plus vite peut-être, vu que l'attente était beaucoup trop longue. Et on était vite dépassés, vite débordés, vite stressés. Et du coup, le niveau de réponse n'était pas forcément adapté ou judicieux par rapport à ce que les personnes pouvaient attendre de nous. Comme me disait ma collègue, le stress, le monde, le bruit, également l'handicap des personnes qui peut être parfois très lourd, engendrer tout ce brouhaha pour nous et pour les usagers. Et du coup, on était dans une situation où
fait, il fallait faire vite. Et on avait l'impression qu'on n'était pas assez... il n'y avait pas la qualité du service qu'on voulait rendre pour les usagers. Bonjour à tous. Ah bah, j'en ai deux. Donc effectivement, je rejoins l'avis de mes collègues. Donc on a vécu avant la mise en place du projet Ergonome et le après. Donc on a constaté une réelle différence, que ce soit pour nous et pour les usagers. Il y a vraiment eu déjà beaucoup de moins de stress, comme elles ont pu le dire. Moins de tension, une meilleure cohésion d'équipe aussi, parce que le stress engendrait aussi parfois des conflits, ou voilà, des petits problèmes ou une incompréhension entre certaines. Donc voilà, ça nous a permis aussi de mieux gérer notre équipe et notre travail d'équipe. Voilà. Après, pour les usagers, effectivement, ça a aussi permis d'être mieux reçu, tout simplement, et je pense je trouve plus mes mots. De clarifier le fonctionnement de l'administration, quoi, de la MDPH, tout simplement. Effectivement, par rapport à ce que ma collègue dit, je la rejoins sur la structuration de l'accueil, c'est-à-dire que maintenant on a de la signalétique. On a un pré-accueil qui est bien distinct parce que du coup il est en face de l'entrée, donc du coup les personnes savent directement où s'orienter, non seulement pour la prise de tickets. Ensuite de là on a deux collègues, Mounji et Patrick, qui aussi aident à l'orientation entre savoir si c'est pour un dépôt ou pour des renseignements. Après on a aussi plein de signalétiques en fait qui permet d'orienter au mieux les usagers, en plus des personnes qui sont présentes pour orienter dès l'entrée du bâtiment. Deux choses ressortent vraiment de cette intervention qui est particulière, parce que réaménager un accueil, s'il s'agit de bouger 4 chaises, on n'a pas besoin d'ergonome pour ça. Hein, on prend notre salle, on bouge 4 chaises et voilà. La qualité de l'intervention, ce qui fait qu'elle a été pour nous prépondérante et incontournable dans l'amélioration de nos conditions de travail, ça a été cette méthodologie appliquée d'association d'équipe, d'une première phase d'observation, d'association de l'équipe. Donc on a vraiment eu l'ensemble de l'équipe qui s'est retrouvée avec d'abord Anne puis Christophe, confrontés à un retour sur l'activité qui était la leur. Et du coup, une révélation, je vais peut-être le dire comme ça, en tout cas pour moi ça a été le cas, de choses qui nous étaient connues. On savait qu'il y avait du bruit, on savait que c'était pas clair, on savait que les usagers n'y arrivaient pas, mais on ne l'avait jamais posé de manière écrite, de manière structurée, et parfois on n'avait pas fait certains liens. Et le fait d'avoir un observateur extérieur qui ait en tête toute la méthodologie ergo sur les process, sur l'accompagnement, nous a permis à nous de réaliser ensemble quels étaient nos dysfonctionnements et quelles en étaient les causes réelles et profondes. Et nous n'avions peut-être pas forcément compris à quel point les niveaux d'accueil se chevauchaient, parfois se contredisaient, parfois laissaient un creux entre les deux et éviter cette liaison, et du coup créer chez l'usager, qui ne se disait pas ça en rentrant, lui il constatait juste que c'était le bazar, que c'était plein et qu'il fallait attendre longtemps, mais ces incohérences. Et le fait de pouvoir travailler en équipe autour de ces constats-là, constats partagés, a permis de créer la réponse adaptée. Pour moi, parce que je sais qu'on est un peu pressé dans le temps pour que tout se passe bien, mais pour moi, en plus de cette dynamique d'équipe, parce que quand vous associez toute l'équipe à un projet, le résultat est garanti. Il n'y avait pas de réponse évidente. Oui, dégager des espaces clairs, oui, mais de la signalétique, tout le monde peut le dire. Moi, la première, et je pense que j'ai accueilli les ergos en leur disant ça. Mais la concevoir avec l'équipe de manière efficace pour tout le monde, ça, c'est moins facile. Parce que faire venir quelqu'un pour mettre 4 étiquettes sur un mur, pas besoin. Mais savoir quelle étiquette, de quelle typologie, avec la lisibilité, en se disant que celle-ci va peut-être contrarier l'autre indication qui est passée par là, ou le flux naturel qui est pris par les usagers, et que ça va de toute façon en contradiction avec la manière dont on a pensé le process, nous, en termes d'équipe, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Et là, on a une vraie technicité que nous ne pouvons pas, nous, apporter seuls. Nous sommes, nous, équipe, la source de la matière qui permet aux ergos de réfléchir, mais les ergos nous permettent les mécanismes qui amènent une solution. Voilà. Je fais la pub parce que vraiment, pour nous, ça a été radicalement
une transformation profonde de notre accueil et on entend les usagers nous dire « Ah, c'est mieux quand même. Ah, vraiment, c'est mieux. » Alors, on a toujours du monde, je vous rassure. On a toujours des questions, parce que vous voyez les agents qui répondent à différents niveaux, tous les agents sont polyvalents, donc ils ont les réponses aux questions qu'on leur pose à n'importe quel niveau. Mais ce n'est pas le lieu de répondre. Et si on le fait à cet endroit-là, on le fait mal, parce qu'on ne rentre pas dans la situation de la personne, du dossier, on va faire une réponse partielle, etc. Donc les niveaux de réception et la qualité sont essentiels. La deuxième chose pour moi qui a été fondamentale dans cette intervention, alors je vous l'ai dit un petit peu, c'est le fait de pouvoir voir quels étaient les champs d'intervention de chacun. Et pour moi, encadrante, ça a été de me repositionner dans mon rôle qui est celui d'accompagner l'équipe et non plus d'intervenir en pompier. Parce que ce qu'elles ne disent pas, parce qu'elles ne l'ont pas oublié, mais elles l'ont toujours absorbé avec bonne humeur, c'est la tension, l'agressivité qui pouvait naître de cette situation. Nous étions responsables de cette tension et de cette agressivité, involontairement bien évidemment, mais les conditions d'accueil et le stress que nous dégagions, forcément, produisaient sur les usagers particulièrement réceptifs à ce genre de signaux, une réaction de tension, d'agressivité, de méfiance. On n'était pas crédible. Quand on accueille dans ces conditions-là, on accueille mal. Et donc ce qu'on dit, forcément, n'est pas fiable. C'est implicite tout ça, mais c'est une réalité. Et en apaisant tout ça, on a permis des conditions d'accueil qui ont cru vraiment en réception positive pour l'usager. Et moi qui intervenais avec ma carrure, vous voyez, en tant que pompier, donc dès que le ton montait dans la salle, etc., je me mettais à courir pour arriver de mon bureau à la salle d'attente, pour pas laisser l'agent qui était tout seul face à une horde sauvage. Vous vous rendez compte de la représentation qu'on avait du public qu'on recevait, sans méchanceté aucune, toujours avec bienveillance, mais de fait, notre vécu était celui-là. Je n'interviens plus, quasiment plus. Quand j'interviens, c'est sur du soutien technique, sur la recherche de solutions avec l'usager, avec l'agent, etc. Et donc, mon rôle est redevenu celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Voilà. Et donc ça, pour moi, donc c'est vrai à mon niveau. Je pense que ça l'a été aussi pour les agents qui, au pré-accueil, ont arrêté de faire du gendarme, policier, toutes ces fonctions qui sont nobles dans la rue, mais pas dans une salle d'attente à destination d'un public. Donc voilà, on s'est retrouvés recentrés sur nos missions propres. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux points-là. Et puis le plaisir de travailler avec des gens sympas, qui comprennent le sens du boulot et qui vont parfois plus loin que nous dans l'exigence qu'on a de notre travail. Et ça, c'est vraiment appréciable. Moi, j'imaginais pas qu'on explorerait ces champs-là en faisant appel aux autres. Je pensais bien qu'il y avait une technicité que je n'avais pas. C'est pas un métier gadget, contrairement à certaines idées reçues. C'était la bande-son du démarrage me faisait rire, en disant « Oh, les ergots arrivent, il faut que je me tienne droit ». Oui. Mais mine de rien, notre intervention à ergo, elles l'ont dit, elles ont parlé du bruit, on a fini par réussir par insonoriser la salle d'attente. Et bien moi, j'ai des agents qui m'ont dit « Écoute, Lola, le soir, je n'ai plus de migraine. J'ai plus mal à la tête. » Vous imaginez quand quelqu'un passe le temps qu'il passe au travail et revient chez lui avec un mal de tête systématique, les conditions de travail que ça implique. Donc pour l'usager, évidemment, c'est la même chose. On a une baisse de l'agressivité due à la baisse de décibels dans la salle d'attente. C'est tout bête, mais c'est efficace. Donc tout d'abord, on a amélioré, et ça a été beaucoup dit, l'accessibilité et facilité l'orientation. Donc il y avait donc voilà la porte par laquelle les usagers rentrent. Les agents qui sont à l'accueil, donc avant d'arriver à la maison départementale des personnes handicapées, on dit qu'il y a des personnes malvoyantes qui prenaient cette porte, enfin qui rentraient dans la porte. Donc on a amélioré au niveau de la signalétique, rajouté des bandes, des plis au sol. Ensuite, on arrive dans cet espace de pré-accueil. Donc avant, on avait au sol simplement une bande pour les personnes non-voyantes. Mais là, on a refait toute une circulation pour préciser où est la maison départementale du handicap, des personnes handicapées, pardon. C'est bon, c'est bien. Et puis, comme on l'a dit plusieurs fois, donc avant l'accueil était complètement décentré, la banque d'accueil, et donc on le voit sur cette image, on a vraiment, quand on rentre, maintenant on a l'accueil central. Et puis, ensuite, les personnes vont se diriger dans les bureaux d'entretien. Et là aussi, on a fait en sorte que
à la fois au sol, à la fois en drapeau, on puisse bien visualiser. Voilà. Donc, il faut aussi, c'est pratique pour tout le monde, mais encore plus pratique quand on est porteur en situation de handicap. Je pense que si on peut enlever toute source de se tromper, de s'énerver, voilà, c'est encore. Si je puis me permettre, l'affichage au sol et en drapeau, ça paraît, c'est les étiquettes que tout le monde peut poser, sauf que ça a été réfléchi en lien avec notre logiciel métier d'appel du public, en réfléchissant à quels étaient Alors là, on a pris net B comme bureau, etc., mais il y a une réflexion autour de la compréhension des circuits qui est difficilement restituable comme ça sur photo, écran, mais qui n'est pas si simple. C'est pas juste un B posé au sol et des drapeaux. Et ça, il y avait plusieurs options possibles et on les a réfléchies vraiment. Voilà. Pour ça aussi, on a la chance en interne, on travaille avec des directions qui mettent en œuvre, donc qui sont venues sur site et qui ont travaillé pour créer de la signalétique. Après, on va voir, il y a eu des travaux réalisés. Donc, c'est grâce notamment à Eddy Marchesant du service La Pérennité de Patrimoine. Ensuite, l'idée, c'était de supprimer un croisement de flux. Donc, comme on l'a vu un peu dans la scénette tout à l'heure, là, vous voyez en rouge, il y a les usagers de la maison départementale du handicap, des personnes handicapées, mais il y a aussi des personnes qui viennent pour des rendez-vous avec des médecins concernant leur enfant porteur de handicap. Et donc, on avait un croisement de flux. Tout le monde, les personnes avec leur enfant attendaient ici dans la salle d'attente et ensuite, quand c'était l'heure du rendez-vous, ils arrivaient et comme on l'a vu dans la scénette, les heures de rendez-vous pouvaient avoir lieu pendant que l'accueil du public était fermé, ce qui régénérait donc des conflits entre les gens qui veulent rentrer alors que l'accueil est fermé et d'autres qui légitimement viennent à leur rendez-vous. Il y avait 3 choses qui existaient en même temps. On avait à la fois des personnes qui arrivaient à l'entrée, donc l'accueil était donc pas central comme je l'ai dit, mais sur la gauche. Donc les gens qui arrivaient, donc il y avait un pré-accueil avec bien souvent un agent qui était debout et qui allait au devant et qui essayait de réguler un semblant de queue. Des personnes, on avait à la fois des personnes qui venaient pour déposer des éléments dans un dossier et puis des personnes qui viennent pour un suivi de leur situation. Et on était à la fois pas aidés par l'espace parce que tout se faisait dans le même espace, pas aidés du tout non plus par un petit logiciel d'incrémentation des tickets qui portait beaucoup à confusion parce que ça s'effaçait pas. Donc, par exemple, dans tel bureau, on avait encore, ça gardait l'historique des anciens numéros. Les gens comprenaient pas pourquoi, étant arrivés avant, je passe après. Mais en fin de compte, on vient pour un dépôt de dossier et d'autres viennent pour un suivi de situation. Donc, c'est pour ça que, on passe pas. C'est beaucoup plus long pour un suivi de dossier puisqu'il y a un entretien. Et donc, les gens, ça crée un conflit. Donc, on a essayé de clarifier tout ça. Il y a eu plusieurs choses de fait. Donc, l'accueil, d'une part, on a agrandi cet espace donc d'accueil pour que les agents aient des conditions de travail plus satisfaisantes. Je pense que Gérard Boucher en parla peut-être tout à l'heure, mais souvent l'accueil est quelque chose qui est minoré, enfin une représentation beaucoup plus simpliste de ce qu'est ce travail-là. Et on voit juste l'aspect mobilier et pas du tout les besoins. Donc on a à la fois un espace derrière, une possibilité aussi de parler entre les personnes qui sont à l'accueil, s'ils ont besoin, d'accéder à leurs documents, de pouvoir accéder à un multifonction. La dernière chose qui ne se voit pas du tout, mais on avait travaillé sur l'anticipation de l'organisation quand on n'est pas tous là, donc à effectif réduit, pour que ça soit prévu, accepté, qu'on ne peut pas offrir la même chose, comment on s'organise. Avant, il y avait déjà quelqu'un qui faisait le pré-accueil, il y avait des gens à l'accueil, il y avait des gens dans les bureaux d'entretien, puis on s'entraidait, il y avait énormément d'entraide dans cette équipe. La personne qui a été là pour être
on ne dit pas un régulateur, voilà, je pense lui aussi, il a acquis des compétences de connaissance de ce qu'était une demande quand je suis une personne en situation de handicap, qui est en fin de compte des demandes extrêmement variées. Mais tout ça finissait par, avec beaucoup de bonne volonté, créer une certaine confusion de qui fait quoi, jusqu'où il va. Et donc, on a reclarifié quelles étaient les compétences, qu'est-ce qu'on devait mettre en œuvre au pré-accueil, à l'accueil et dans les bureaux d'entretien. Donc, on a clarifié les compétences. En les clarifiant, on a aussi permis cette reconnaissance qui, je pense qu'elle était déjà au sein de l'équipe, mais ça a permis de remonter, de montrer aussi que... de modifier le profil de poste. On n'est pas que agent d'accueil. Bon, là, donc on instruit vraiment une demande. Je pense que là, on n'a pas le temps ce matin, mais nous, en faisant des observations, il y a vraiment à la fois un travail qu'elles font de rassurer l'usager, de reformuler, de prendre le temps pour qu'il vient pour une chose, mais en fin de compte, il n'ose pas dire qu'il vient aussi pour une autre, etc., etc. C'est un travail énorme qu'elles font vraiment. La question qui est récurrente, c'est en effet la question d'accueil qui est posée. Elle est vraiment problématique dans la plupart des bâtiments rencontrés. D'ailleurs, que s'agisse d'ailleurs des bâtiments publics ou des bâtiments privés, les problématiques sont tout à fait similaires. Mais en fait, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il existe une prise de conscience de l'intérêt à parfaire cette interface finalement de dialogue. Et dans l'objectif, évidemment, vous l'avez compris, ceci a été réalisé ici, dans l'objectif d'une qualité du service rendu. Et donc, ces aspects-là sont partagés par tous. Il faut dire que, quelles que soient les institutions dans lesquelles on va, c'est une problématique qui est posée, elle est posée comme telle, et en soi, évidemment, la démonstration a été faite ici, c'est toute légitimité. Mais, pour autant, tous ces aspects ne sont pas questionnés, les attentes et les besoins réels ne sont pas pris habituellement dans les projets tels que ça a été posé ici, dans cet exemple. Et notamment la question essentielle des conditions de travail, à savoir, telle que ça a été présenté à l'instant, sur la reconnaissance en fin d'intervention, sur la reconnaissance des compétences et leur valorisation, telle que vient de le présenter Anne Grunstein. Alors, il existe effectivement de nombreux projets d'aménagement et de conception des situations d'accueil. Et en fait, il y a un écart considérable, finalement, entre les intentions proclamées. On verra toujours en amont des acteurs, j'oserais même dire qu'ils s'agitent un peu sur les aspects de performance attendue. Hein. Et en fin de compte, en termes de transposition et de qualité réelle des réalisations architecturales, il y a un écart qui est considérable. Et donc, on l'a dit à l'instant, dans tout type de bâtiment, dès que effectivement l'interface accueil est questionnée. Et donc, ces réalisations montrent que la confrontation à l'usage révèle dans les faits une multiplicité de dysfonctionnements, d'ailleurs ça a été exprimé tout à l'heure par les utilisateurs, qui viennent donc, qui interfèrent avec le contenu du travail et la pertinence du service rendu. Donc, sur la qualité du service rendu aux usagers, et ceci, évidemment, n'est pas sans effet pour les tenants des postes, comme l'ont exprimé à l'instant les utilisateurs en début de cette présentation. Alors, à quoi cela est dû? En fait, les acteurs ergonomes et les concepteurs le savent. Pourquoi c'est comme ça? Cela est principalement consécutif, et on le sait, à la pauvreté ou l'absence des analyses préalables et programmatiques qui sont censées produire des données qualitatives et quantitatives précises. Donc, à l'intention des concepteurs, que ces concepteurs soient internes ou externes, bien entendu. Hein. Et souvent, ces concepteurs travaillent sans éléments, sans données, ce qui n'a pas été le cas ici, puisque les analyses préalables ont été particulièrement fines et fondées. Hein. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, quelle que soit la nature des projets qui sont traités, là déjà, j'élargis le propos d'une façon plus large sur cette problématique accueil, c'est que les concepteurs ne sauront pas, sans ce qu'on appelle une commande ciselée, c'est-à-dire très très précise, concevoir en aveugle une situation d'accueil en correspondance avec les besoins, quels que soient les aspects déclaratifs des concepteurs, et je suis en la matière fondée pour l'exprimer. En fin de compte, lorsque ces besoins ne sont pas exprimés comme ça a été fait ici dans cette étude, les concepteurs se réfèrent en fait alors légitimement d'ailleurs, ils se réfèrent à leur représentation théorique de la situation à aménager pour éviter évidemment de travailler en aveugle. Mais leurs représentations ne sont jamais à la hauteur de la qualité de ce qui a pu être ici identifié, notamment dans son champ de complexité. Donc c'est un point qui nous paraît être essentiel sur lequel on pourrait insister.
Donc on l'a vu dans l'exemple de la MDPH, des choix et options d'aménagement ont pu être déterminés grâce à la minutie des analyses ergonomiques réalisées par les ergonomes avec l'appui des utilisateurs, donc dans un processus de conduite de projet qui se doit de respecter différentes étapes qui sont incontournables, qu'il s'agisse de l'étape diagnostique, en amont, qu'est-ce qui se passe, des analyses du travail qui sont réalisées avec l'appui des tenants des postes, et évidemment, tout n'a pas été montré, mais j'avais vu par ailleurs qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été faits en amont de cette modification fonctionnelle et organisationnelle spatiale, entre autres. Il existe la formulation de schémas fonctionnels qui sont essentiels, qui sont la résultante d'une compréhension du travail. Et donc, l'idée, c'est toujours de réfléchir avant de dessiner, de proposer des choses. Et donc, par ailleurs, il existe d'autres techniques que les ergonomes connaissent très très bien sur les techniques de simulation. Je crois que ça n'a pas été dit, mais il y a eu des simulations in situ qui ont été réalisées dans ce projet, donc qui sont donc autant d'éléments qui permettent d'affiner la réflexion d'ensemble. Donc, en termes de, pas de conclusion, mais en fait, il en est ainsi. On s'aperçoit que lorsque l'objectif de qualité est visé pour formaliser un accueil, il sera déterminant d'engager, avant toute formalisation dessinée, des études ergonomiques. Je crois que la démonstration ici est assez éclatante. Donc, interventions ergonomiques qui seules pourront apporter aux concepteurs des éléments qui guideront les transpositions architecturales et organisationnelles. Sans ça, il n'y a pas de projet. C'est donc un point qui nous paraît être essentiel, sur lequel on tient et sur lequel il faut insister. Et donc, l'idée, c'est que pour que les concepteurs puissent proposer des aménagements en congruence avec les attendus qualitatifs, il faudra impérativement, on l'a vu ici dans cet exemple, aider les concepteurs internes, ou externes, peu importe la façon dont les choses se problématisent, en précisant la commande qui leur est passée. Donc le projet ici présenté est exemplaire, puisque c'est la complexité des situations ergonomiques révélée entre autres par Christophe Van Poel, qui a permis de nouvelles partitions organisationnelles et spatiales en adéquation avec les besoins. Donc on voit bien qu'il y a des étapes qui sont des incontournables, sans quoi effectivement le projet d'accueil par rapport aux velléités qui sont énoncées en amont ne seront pas traduites dans les faits. Donc pour conclure, je ne sais pas si j'étais trop long peut-être, pour conclure cette brève intervention, j'insisterai quand même sur les conséquences financières qui ont été dans ce projet, m'a-t-on dit, particulièrement maîtrisées par les intervenants qui sont intervenus dans des locaux qui en fait avaient des potentialités multiples. C'est une bonne chose. Mais ceci n'est pas toujours le cas. Donc lorsque des locaux sont mal conçus, des coûts prohibitifs peuvent en effet bloquer toute velléité de re-questionnement de l'organisation. Et donc, ça veut bien dire que les réflexions en amont deviennent en fait tout à fait essentielles. Voilà en quelques mots ce que je pensais pouvoir apporter à ce débat avant de vous redonner la parole. La santé, le plaisir au travail, il est possible d'y contribuer. Faut que je me tienne droit. Voilà l'ergonome. L'ergonomie peut être un des facteurs de l'efficacité économique. Être à l'écoute, regarder, être patient, aide à comprendre le sens du travail et les besoins d'une structure. Un siège, une table et éventuellement un bon éclairage, ça suffit, pas besoin d'ergonome dans ce projet.